Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est un homme politique, ancien ministre de la Réconciliation nationale en Guinée-Conakry. Il est le président de l'UDRG, l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, un parti politique. Baouri, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que le Sénégal est un pays qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que vous y faites en ce moment alors que votre pays est en pleine crise électorale? Bon, j'ai préféré prendre le large lorsque la campagne électorale a été ouverte, parce que comme on n'a pas voulu participer à ce processus et qu'on n'a pas donné de mot d'ordre ou de consigne de vote, donc, et comme on craignait pour la paix civile et pour la situation qui était sur le plan sécuritaire, qui n'était pas du tout convenable pour la sécurité des populations, j'ai préféré prendre un peu de distance avec mon pays natal. Si vous étiez en exil, vous me le diriez? Bien entendu, mais là, je ne suis pas en exil. Lorsque j'étais en exil, on se voyait souvent. Mais actuellement, non. Je rentre la semaine prochaine à Conakry. Est-ce qu'il y a une menace sur votre vie, sur votre famille, par exemple? J'espère que ce n'est plus le cas, mais dans nos pays, lorsque vous êtes engagé pour une cause qui n'a pas, disons, la faveur de certaines forces établies, il faut s'attendre à tout. Mais grâce à Dieu, on est encore debout et vivant. On va parler de la situation politique dans votre pays. Qu'avez-vous pensé globalement de l'organisation de ces présidentielles? Bon, vous savez, on avait déjà dit au président Alpha Condé de ne pas aller dans le sens de cette modification ou de ce changement constitutionnel pour pouvoir briguer un troisième mandat. On a essayé de le sensibiliser, ça n'a pas marché. Dans le cadre du Front national pour la défense de la Constitution, avec d'autres, nous avons pu mobiliser des foules importantes pour protester contre l'éventualité de ce changement anticonstitutionnel. Il y a eu beaucoup de répression, il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes, mais ça n'a pas infléchi la position de M. Alpha Condé, qui, le 22 mars, contre vent et marée, a procédé à un double scrutin législatif et référendaire pour avoir la Constitution telle qu'il a voulu et pour mettre en place une assemblée qui est totalement acquise, monocolore, puisque les forces essentielles de la vie politique nationale n'ont pas voulu y participer. Donc, à partir de là, nous étions dans un contexte très crispé. Et ce qui a aggravé davantage la situation, c'est que là, le texte qui a été proposé au référendum, à la promulgation, c'est un autre texte qui n'avait pas été présenté, qui a été promulgué. Donc, au point de vue juridique, nous nous sommes retrouvés dans un contexte très alambiqué, avec un pays qui se retrouve sans constitution valide et qui a, de par la nature du fichier électoral, disons, des problèmes majeurs, ce qui a amené l'OIF à ne pas participer dans la deuxième phase au présidentiel en Guinée. Donc, globalement, oui, nous nous sommes retrouvés dans un engrenage qui n'était pas du tout positif, tant sur le plan sécuritaire, sur le plan légal, sur le plan des institutions chargées de réguler le processus. En d'autres termes, c'était une obstination coûte que coûte pour le pouvoir en place, et notamment pour M. Alpha Condé, d'avoir son troisième mandat. Et ça vous a empêché, vous, votre parti, de présenter un candidat à la présidentielle, ou c'est parce que vous n'aviez pas les moyens? Non, il n'y avait même pas d'homme valable pour être candidat? Non, nous n'avons refusé de se présenter, puisque nous ne pouvons pas accepter de consolider l'impunité en participant à un processus dont la légalité est fondamentalement fausse. En allant dans ce sens, on se mettrait dans le chemin balisé par le pouvoir, par M. Alpha Condé, et en d'autres termes, on l'aurait accompagné pour avoir ce troisième mandat. Pourquoi vous dites ça? Vous pensez à Cellou Dalein Diallo, là? Non, ce que je vous dis, je l'avais déjà dit bien avant. Oui. Donc, je ne fais que répéter que ce que j'avais dit bien avant le 18 octobre dernier. Est-ce qu'il a fait une erreur en se présentant à cette présidentielle? Est-ce que vous pensez qu'il a servi de sparring partner juste au président en place? En tout cas, nous avions déjà dit bien avant, en allant dans ce processus qui ne sera pas transparent, qui est déjà biaisé en tout point de vue,
il n'y a aucune autre issue que d'être, disons, un faire-valoir pour légitimer ou légaliser un troisième mandat. Je parle de Cellou Dalein Diallo. Pour ceux qui vous connaissent, c'est pas la peine de refaire l'histoire, mais vous êtes membre fondateur du parti que dirige Monsieur Cellou Dalein Diallo, qui revendique la victoire à cette présidentielle. Est-ce que vous le croyez quand il dit qu'il a gagné? Bon, vous savez, de la manière la plus objective, oui. Les raisons qui nous ont motivés pour ne pas participer à ce processus nous amènent à ne pas nous prononcer sur tout ce qui concerne ce processus qui était d'ores et déjà biaisé à l'avance. Même pas le recours qu'il a déposé devant la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il a une chance de voir son recours ne serait-ce qu'accepté, examiné? Pourquoi pas, rêvons jusqu'au bout, une élection annulée? Pourquoi vous soupirez comme ça? La Cour constitutionnelle a été celle qui a permis de faire sauter les dispositions d'intangibilité de la Constitution de 2010 en autorisant M. Alpha Condé à recourir à un autre référendum pour une nouvelle Constitution. Et or, les dispositions d'intangibilité sont claires. Une Cour de cette nature ne peut pas ne pas aller dans sa logique jusqu'au bout. Le verre est dans le fruit. Bien entendu. Et vous n'y croyez pas une seule seconde, vous? Non, je n'y ai pas cru, et il y a eu d'autres aspects qui, au point de vue du droit, est une aberration. Un texte qui a été proposé à un référendum, qui a été publié dans le journal officiel, et après le référendum, c'est un autre texte qui est promulgué, et la Cour constitutionnelle indique que c'est ce texte qui fait fonction de Cour constitutionnelle, de constitution pour le pays. Donc, c'est le monde à l'envers. Et dans ce cadre, avec, ces institutions qui ne fonctionnent pas correctement, et cette pression et cette volonté, une obstination, coûte que coûte avoir le troisième mandat, il faut savoir être réaliste et savoir ce qui est possible en n'allant pas sur les pas du processus qui est tracé, planifié par le pouvoir en place. Question pour vous, votre pays est-il en crise? Mon pays est en crise et cette crise a trop longtemps duré. Mais j'estime que c'est une crise de fin de cycle. Donc, j'espère qu'il y aura une possibilité de rebondissement, de renouveau avec l'émergence d'un autre cycle politique qui ne fait qu'émerger de manière relativement difficile parce que l'ancien refuse de partir et le nouveau, naturellement, va faire sauter le couvercle. À quoi pensez-vous? Vous vous dites, c'est mon tour, ça va être notre tour. Ces deux personnalités qui, pendant quelques années, ont phagocyté complètement la vie politique dans notre pays sont sur le départ. C'est ça que vous dites là? Naturellement. Et c'est la nature des choses. Nul n'est éternel. Et de ce point de vue, le temps fait son œuvre et la réalité sociologique a profondément changé. La Guinée est un pays jeune avec des générations de jeunes gens et de jeunes femmes connectés avec les réseaux sociaux qui sont ouverts sur les réalités du monde, qui aspirent à voir ce pays aller de l'avant, mais qui ne peuvent plus accepter de voir leur pays toujours sombrer dans l'immobilisme, dans les massacres, dans le sang, dans des luttes à caractère ethnocentriste. Les Guinéens ne veulent plus de ça. Quel que soit le bord où ils peuvent se sentir proches aujourd'hui, ils veulent quelque chose qui les rassure, qui permette à la Guinée d'aller de l'avant et qui permette aux Guinéens d'être fiers de leur pays, de ne pas être la risée de la sous-région. Et je pense que le moment, de ce point de vue, est proche parce que les facteurs objectifs, au point de vue humain, au point de vue du mental, sont déjà en place. Et vous rêvez en sauveur, par exemple, vous vous dites, ça va être peut-être l'occasion, enfin, d'arriver plus proche du pouvoir. Pourquoi pas? Vraiment. Mais de manière plus sérieuse, j'estime qu'un nouveau temps est venu.
les exigences du monde moderne, les exigences de bonne gouvernance, les contraintes économiques, les besoins d'une population jeune qui n'a pas de travail, qui veut se former, qui veut être utile, qui veut avoir des perspectives, imposeront nécessairement un réel changement. J'ai parlé à des amis en commun, on va dire ça comme ça, à des gens qui vous connaissent, qui connaissent la vie politique de la Guinée. Ils m'ont dit ils sont tous responsables de la crise dans laquelle ils sont aujourd'hui. Est-ce que vous prenez votre part de responsabilité? Bon, personnellement, j'ai toujours été en marge du processus tel qu'il a été suivi durant ces 10 années. Bien, comme vous le savez, durant ces 10 années, 5 années d'exil, 5 années de retour tourmenté, d'un travail de régénérescence qui n'a pas été facile pour faire prévaloir une nouvelle façon de faire, de nouvelles idées, une nouvelle approche. Et aujourd'hui, je pense qu'avec le temps, les idées deviennent beaucoup mieux partagées et bon, ceux qui ont été considérés comme les responsables, disons, de la gestion peu ou prou de ces 10 années, ont leur bilan. Nous autres, nous avons notre perspective. Vous aviez dit, j'ai vu un communiqué de votre parti qui préconisait comme l'une des solutions de sortie de crise la mise en place d'une transition. Je me suis dit, pardonnez-moi l'expression, c'est un rêve. Ce n'est pas un rêve, c'est une approche plus réaliste. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Personne n'aurait pu penser qu'au bout de 2 à 3 semaines, que M. Ibeka ne serait pas là et qu'il y aurait un processus de transition qui serait engagé. Nos pays sont bloqués. Vous ne pensez quand même pas à l'armée dans votre pays? Non, pas du tout. Mais la Guinée est bloquée. La Guinée, en tout point de vue, est bloquée. Et aujourd'hui, les facteurs, disons, au point de vue institutionnel, au point de vue de la confiance entre les dirigeants et les dirigés, au point de vue d'une répression systématique qui fait qu'il y a un divorce béant entre ceux qui dirigent et la population, il y a nécessairement besoin de repartir sur d'autres bases. Et pour repartir sur d'autres bases, pour remettre en force la Constitution, une véritable Constitution, pour repenser le fichier électoral, pour redonner confiance aux Guinéens, il faut nécessairement partir sur d'autres bases. On arrive vers la fin de notre entretien. On va faire vite et expliquer ce qu'il y a dans votre idée probablement. Et est-ce que cette idée de transition, d'ailleurs, elle est partagée par d'autres acteurs ou vous êtes seul dans votre officine à rêver de quelque chose qui risque peut-être de ne jamais arriver? Aujourd'hui, heureusement que cette idée est en train d'être partagée par beaucoup de forces politiques. J'ai échangé avec M. Lansana Kouyaté, j'ai échangé avec M. Faya Milimonou, au pays, l'ancien ministre de l'Unité nationale, M. Gassama Diaby, est dans le sillage. Les forces qui émergent et qui sont impliquées dans le FNDC, je ne dis pas de manière officielle, elles se sont engagées, mais l'idée de la transition est dans l'air. Et en plus, au niveau de la France ici, nous avons des personnes ressources comme M. Sorel Keita qui militent, sans compter les autorités morales et religieuses de la Guinée qui, elles aussi, sont dans cette perspective. La société guinéenne veut le changement. La société guinéenne n'a pas voulu le changement de la Constitution. Elle a été traumatisée par ces 6 mois de l'année 2020 avec des tueries, avec des répressions systématiques. Les gens sont à bout. Et de ce point de vue, le régime en place aura du mal à faire prospérer une gouvernance telle qu'ils l'ont toujours fait. Et de ce point de vue, il faut maintenant penser à une alternative crédible, réaliste, qui permettrait de restaurer la stabilité, de ressouder le tissu social. Oui. Et la transition, c'est le seul moyen raisonnable à mon avis. Alors, mettons-nous dans cette perspective. On rêve. Là, on rêve, vous et moi. On se dit, c'est une idée qui est accueillie. Comment on met en place cette transition?
Avec qui? Pour quelle durée? Ce sera ma dernière question. Bon, vous savez, avec qui? C'est l'écrasante majorité de la population guinéenne. Donc, nous avons un travail de sensibilisation pour rassurer les populations de toutes les ethnies et de toutes les composantes régionales que la transition n'est pas contre quelqu'un. La transition n'est pas une revanche contre un groupe au détriment d'un autre. La transition, c'est pour nous permettre d'éviter des crises qui ont ensanglanté récemment la Guinée, pour trouver les vraies solutions, pour repartir sur d'autres bases et aller dans le sens du développement. Donc, l'écrasante majorité de la population, c'est la cible essentielle. Et à partir de ce moment-là, je pense que le reste se fera avec des contraintes fortes que le pouvoir en place rencontre déjà et va rencontrer dans les mois à venir. Et la transition, de ce point de vue, sera inéluctable. Vous serez prêt à participer à la transition? Personnellement, à titre personnel, je contribue à ce qu'il y ait une sortie de crise. Mais dans le cadre d'une transition, peut-être que je pourrais avoir des proches qui pourront y faire partie, mais à titre personnel, je veux m'investir pour une réelle transformation de la Guinée, donc pour les perspectives, disons... En vous réservant pour les présidentielles après la transition. Bien entendu. Bahouri, merci infiniment. Merci je rappelle que vous êtes ancien ministre de la Réconciliation nationale en Guinée-Conakry. Vous êtes le président de l'UDRG, l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. Vous militez pour la mise en place d'une transition dans votre pays, la Guinée, qui connaît à nouveau une crise post-électorale. Merci d'être venu à Paris nous parler de votre point de vue. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes, évidemment, sur Télé Sud.